Mesdames et messieurs, et bienvenue à cette session d'information sur la télévision de la famille. Au sommaire de cette édition, un seul titre, la 4e session de l'Assemblée générale des établissements publics de l'État tenue ce jour sous l'égide du Premier ministre. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Tout d'abord, les échos du Conseil des ministres. Le président de la République, chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé ce mercredi le Conseil des ministres qui a examiné des dossiers soumis à son ordre du jour et pris d'importantes décisions pour la vie de la nation. Le Conseil a adopté un décret portant institution du Faso d'Anfani comme tenue scolaire pour compter de l'année scolaire 2023-2024. La mise en œuvre devant se faire de manière progressive, flexible et non contraignante. Plus de détails dans cet élément signé Abibalaï Bouraïma. Au titre du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, le Conseil des ministres a adopté un décret portant institution de la tenue scolaire en Faso d'Anfani. Pour la phase pilote, les élèves des villes de Bobo-Dioulasso, Koudougou, Ouagadougou et Sabou sont concernés. Le gouvernement vient d'adopter un décret, une mesure portant institution de la tenue scolaire au Burkina Faso en Faso d'Anfani. C'est l'occasion pour moi de m'adresser non seulement à la communauté éducative en particulier, mais aussi au peuple burkinabé en général. La mise en œuvre de cette mesure se fera de manière progressive, flexible et non contraignante, tant sur le plan géographique qu'au niveau d'enseignement, et ce, sur une période de 4 années scolaires. La phase pilote débutera à la rentrée scolaire 2023-2024 avec les élèves du post-primaire et du secondaire, tant du public que du privé des communes urbaines de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso, de Koudougou et de la commune rurale de Sabou. La tenue sera portée par les élèves le lundi, jour qui sera dédié à la montée des couleurs dans les structures éducatives. Et la liberté sera donnée aux établissements de choisir le paille qu'ils désirent pourvu qu'il soit en Faso d'Anfani. Je tiens à insister sur le caractère non contraignant de la mesure. Notre ambition est de rendre l'école accessible à tous les enfants, sans discrimination. C'est pourquoi, tout en mettant l'accent sur la sensibilisation, nous veillerons à ce que le port de la tenue scolaire Faso d'Anfani ne constitue en aucun cas un frein à l'accès à l'éducation. Aucun élève ne serait exclu de l'école du fait du non-respect de la mesure du port de Faso d'Anfani. Comme vous le savez, le port de la tenue scolaire en Faso d'Anfani renforce le sentiment d'identité nationale et de patriotisme chez les élèves et cultive chez les élèves la discipline, le vivre ensemble en milieu scolaire et renforce leur sentiment d'appartenance à une communauté éducative. Au regard des avantages éducatifs liés au port de la tenue scolaire en Faso d'Anfani, j'invite la communauté éducative à adhérer à l'initiative et à accompagner le processus d'opérationnalisation. Je précise que l'option de la libéralisation du circuit d'acquisition du paille Faso d'Anfani, en laissant le choix aux établissements de contractualiser avec les acteurs, a été retenue
par le Conseil. Pour le compte du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, le Conseil a adopté 5 décrets d'application en lien avec la mise en œuvre effective de la loi sur le régime d'assurance maladie universelle. Ces décrets portent entre autres sur les modalités d'affiliation et d'immatriculation des assujettis, les conditions de contrôle administratif, médical et d'expertise médicale et la définition du panier de soins. Le premier élément, c'est de définir les modalités d'enregistrement, d'immatriculation, donc d'affiliation à cette caisse d'assurance maladie universelle. Le deuxième élément, c'est les conditions qu'il faut remplir pour être un assuré et véritablement être en possession de la carte d'affiliation d'assuré à cette caisse d'assurance maladie universelle. Le troisième élément, c'est l'élément de départ. Ça veut dire que ce décret qui a été adopté aujourd'hui, en première ligne, permet de démarrer la mise en œuvre, l'opérationnalisation donc de la Caisse nationale d'assurance maladie universelle. Le deuxième décret porte sur les conditions et les modalités de contrôle administratif. Justement, l'adoption de ce décret est basée sur l'article 37 de la même loi 060-2015. Il y a 3 éléments fondamentaux qu'il faut retenir à l'intérieur. Le premier élément, c'est les conditions de contrôle administratif dans la mise en œuvre du régime d'assurance maladie universelle. Le deuxième élément, c'est de vérifier l'effectivité de l'immatriculation, mais aussi de l'affiliation de l'assujetti, mais aussi vérifier, voir si la cotisation a été effectivement faite. Le troisième élément prépondérant, c'est de renforcer les moyens d'action de contrôle administratif. Le troisième décret, qui se fonde sur l'article 22 de la loi 060, dispose sur les modalités de type de convention nationale et les conventions individuelles. Là également, il y a 3 éléments fondamentaux qu'il faut retenir. Le premier élément, c'est la définition de la convention nationale, à savoir le partenariat qui doit exister entre la Caisse d'assurance maladie universelle et une entité organisationnelle. Bien sûr, c'est pour gérer l'ensemble des militants de cette organisation, mais il faut une convention appelée convention nationale qui va déterminer les types de relations qu'il faut avoir. Le deuxième niveau, c'est la convention individuelle. Ça veut dire, dès lors que quelqu'un veut, de façon personnelle, prendre part à être assujetti à cette caisse, quelles sont les conditions qu'il faut remplir par l'intéressé. Donc, les relations également sont définies à ce niveau. Mais maintenant, il y a aussi les relations qu'il faut avoir par rapport à l'ensemble des soignants. Que les soignants soient du public ou du privé, il faut définir un cadre de gestion de leurs relations pour voir comment leur intervention peut se faire. Le 4e décret se base sur l'article 33 de la même loi 060, dont le contenu fixe les modalités de contrôle médical et d'expertise médicale. Il y a également 3 éléments fondamentaux qu'il faut retenir à l'intérieur. Premièrement, c'est la détermination des conditions et modalités de contrôle médical et de contrôle de l'expertise médicale. Le deuxième élément, c'est de s'assurer de la qualité des prestations qui sont définies et appliquées à l'ensemble des assujettis. Et le troisième élément, c'est de compléter les moyens qu'il faut apporter à l'ensemble des praticiens dans l'effectivité de la mise en œuvre de cette assurance maladie universelle. Le dernier et 5e décret est pris conformément à l'article 12 de la même loi 060-2015 de 5 septembre 2015. Et cette loi définit fondamentalement le panier de soins de ce régime d'assurance maladie universelle. Vous savez très bien que quand on dit panier de soins, c'est l'ensemble des soins qui doivent être visés par cette assurance maladie universelle. Ça veut dire à l'intérieur, quels sont les types d'examens médicaux qu'il faut admettre et quel est le panier, ça veut dire l'ensemble des produits qui sont contenus en termes de base d'un ensemble qu'il faut utiliser pour soigner et également quel est le dispositif des implants qu'on peut prendre à l'intérieur. Vous savez très bien que par exemple, on peut vouloir vis-à-vis d'un assuré, assurer des questions de lunettes et prendre en charge des questions de maladies de cancer. Donc tout ce qui est lourd pour le moment, on est obligé de les mettre de côté et viser ce qui est essentiel et qui touche l'ensemble des populations telles que les cas de paludisme et bien d'autres éléments. Et le dernier élément, c'est la précision des prestations de soins de santé, la prise en charge, quels sont tous ceux qui sont intéressés. Si la personne assujettie, c'est en relation avec une famille, quels sont les paramètres qu'il faut prendre en compte pour que l'ensemble de ces éléments qui sont en lien avec l'assujetti puissent être pris en charge. Donc voilà le contenu succinct de ces 5 décrets qui ont été adoptés aujourd'hui, qui vont permettre à partir d'aujourd'hui de démarrer l'opérationnalisation du régime d'assurance maladie dans notre pays. C'est un coût assez important qui a été pris par
la transition actuelle en vue de faire face aux préoccupations de santé de l'ensemble des populations dans notre pays. Au titre du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, le Conseil a examiné et validé des décrets. Le premier est relatif à la définition de la liste des organes, des tissus, des cellules humaines qui feront désormais l'objet des dons, des prélèvements, des transplantations et des greffes au Burkina Faso. Au terme de ces décrets, le rein, le cœur, la cornée feront l'objet désormais des greffes et des transplantations dans notre pays, a confié le ministre Robert Lucien Jean-Claude Kargougou. Nous le disions en titre, la 24e session de l'Assemblée générale des établissements publics de l'État EPE s'est tenue ce jour sous la présidence effective du chef du gouvernement. Thème des travaux, cartographie des risques et efficacité du contrôle dans les établissements publics de l'État. Les indicateurs de performance fournis ont permis d'apprécier le niveau d'exécution des activités programmées. C'est un compte rendu de Odette Zouanguena et Yannick Kaboré. 109 établissements publics, dont 89 EPE et 20 fonds nationaux, ont été passés en revue à l'occasion de cette 24e session de l'Assemblée générale des établissements publics de l'État placés sous la présidence du Premier ministre Apollinaire Joachimson Kielem de Tambela, président par délégation de l'analyse des rapports d'activité des états financiers de l'exercice 2022 des EPE. Il reçoit une amélioration dans la gestion avec une couverture satisfaisante des dépenses liquidées de 132,73% contre 121,80% en 2021. Du point de vue des indicateurs de gestion, la situation d'ensemble des EPE reste caractérisée par une prédominance de la subvention de l'État qui connaît une hausse de 60,73%, passant de 147,599 milliards de francs CFA en 2021 à 237,230 milliards de francs CFA en 2022. Le taux d'exécution des recettes est en augmentation. Il est passé de 106,03% en 2021 à 110,07% en 2022, soit une progression de 4,01 points. Cependant, les recettes propres pour l'ensemble des 89 EPE sont en baisse de 3,98% entre 2021 et 2022. Les établissements publics de l'État n'ont pas vocation donc à réaliser des bénéfices forcément, mais il y a quand même des seuils à examiner en termes d'autofinancement. On peut dire que globalement les seuils sont respectés. Il y a quand même des établissements publics où les seuils ne sont pas respectés, mais nous allons formuler des recommandations pour les amener à améliorer. Quand vous prenez par exemple toutes les structures de santé, que ce soit donc des centres hospitaliers ou encore l'agence de gestion des soins de santé primaires, ce n'est pas des établissements pour lesquels on peut demander de réaliser des bénéfices. Ce sont des services sociaux qui sont rendus à la population. Donc là-bas, c'est vraiment de regarder comment ces structures fonctionnent, comment on peut faire pour améliorer donc, leur fonctionnement et améliorer aussi les soins donc, de santé qui sont apportés donc, aux populations. En dépit des quelques difficultés rencontrées, les EPE ont été invités à poursuivre leurs efforts dans divers domaines, dont la dématérialisation des services. Vu que nous avons eu les assises nationales sur la dématérialisation, nous avons identifié les procédures à dématérialiser et nous sommes donc sur ces processus, que ce soit donc au niveau des départements ministériels et même au niveau des EPE, il y a beaucoup de choses à dématérialiser et cela va permettre d'améliorer significativement la qualité des services et de réduire les coûts. La mise en œuvre des recommandations de la session de 2022 est fort appréciable avec un taux d'exécution de plus de 80%. Ce 24e rendez-vous annuel se tient sous le thème suivant « Cartographie des risques et efficacité du contrôle dans les établissements publics de l'État EPE », une thématique qui invite à la recherche de création des conditions d'une performance des établissements publics en termes d'efficacité socio-économique, de qualité de service et d'efficience de la gestion. La 11e édition du séminaire des jeunes filles, on en reparle dans cette édition. Elle est l'œuvre de l'association des servantes de Christ du Burkina Faso. Elle a refermé ses portes dimanche dernier. Et bien 5 jours durant, ce sont plus de 3000 participantes qui ont été outillées pour rendre leur futur foyer vivable. C'est un reportage signé Delphine Banissi et Jonas Tondé.
Ces jeunes filles ont été outillées pour être les meilleures épouses possibles et rendre leur futur foyer paisible. C'est une initiative de l'Association des servantes de Christ du Burkina Faso qui a sonné pour la 11e fois ce rassemblement au profit de la jeune fille. Même les mamans ont été nourries et nous rendons toute la gloire à Dieu. Ça va changer des vies encore. Ça a changé. Je ne dis même pas ça va changer. Ça a changé des vies encore. Et nous voulons lui dire grand merci. Des filles ont été libérées, délivrées. Nous avons eu cette joie de voir 73 nouveaux convertis. Ça, c'est une grâce particulière. Nous voulons dire vraiment merci au Seigneur. Le bilan que nous voulons faire pour les parents, nous voulons leur dire merci d'avoir permis que ces enfants viennent, que ces jeunes filles soient avec nous durant les 5 jours. Ce n'est pas de l'argent qu'ils ont perdu. Non, non. C'est de l'argent qu'ils ont semé. Et ils vont voir qu'ils vont récolter et beaucoup de bénédictions à cause de ces vies changées. Enseignées, ces jeunes filles espèrent faire déjà le choix de leur futur conjoint selon la volonté de Dieu. Je pense que toute chose, il faut toujours aller dans la parole de Dieu pour pouvoir fonder un bon foyer. Quand on va repartir, on va mettre ça toujours en prière, demander au Seigneur de nous aider et de nous accompagner. Qu'il puisse nous donner un bon mari, quoi. Pasteur Étienne Konkobo nous a enseigné d'être de bonnes épouses, de nous préparer pour être de bonnes épouses. Et nous devons bien nous entretenir, s'abstenir jusqu'au mariage. Et je priais pour quelqu'un. Bon, je vais demander à Dieu pour qu'il me montre le véritable mari. Après des jours d'enseignement, le docteur Étienne Zongo, orateur du jour, dit être venu avec un message de conclusion en guise de recommandation. Et selon l'homme de Dieu, d'aucuns pensent que pour fonder un foyer solide, il faut 2 choses, le mariage à l'état civil et celui religieux. Cependant, le foyer solide se fonde inéluctablement sur la parole de Dieu. Chacun des membres du foyer, étant rempli du Saint-Esprit, se doit de produire des fruits agréables pour l'autre. En outre, le président de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso a salué à sa juste valeur l'initiative. Ce qu'elles font sont des activités pour prévenir et apporter une guérison, certes, compte tenu des thèmes qu'ils ont eu à s'adresser à ces jeunes filles. Et je voudrais réellement rendre hommage aux orateurs qui ont beaucoup creusé avec l'Esprit de Dieu pour trouver le jus nécessaire de la parole de Dieu pour donner à ces jeunes filles qui vont repartir avec un enseignement que j'allais dire de taille. Nous rendons grâce au Seigneur. C'est une force pour l'Église. Nous savons que le diable rôde autour des foyers, mais nous croyons fermement qu'avec ces enseignements, nos jeunes filles seront équipées et bien préparées pour affronter tout ce qui se passera dans leur futur foyer. Les fondements de ton foyer solide se trouvent dans la parole de Dieu. Voici la recommandation du docteur Étienne Zongo à ces jeunes filles prêtes à repartir dans leurs localités respectives. Mais en attendant la prochaine édition, l'ASC a mis en place un système de suivi afin de pérenniser les acquis de ce 11e séminaire. La fenêtre internationale dans cette édition, le coup d'État au Niger cristallise toujours l'actualité internationale. Entre frappe et négociation, la CEDEAO opte désormais pour la négociation diplomatique après l'échec, bien entendu, de l'ultimatum donné aux militaires de Niamey. Suivez. Nouvelle réunion ce jeudi pour les dirigeants des pays d'Afrique de l'Ouest opposés au coup d'État au Niger.
Lors de ce sommet crucial à Abuja, la CEDEAO reprend les discussions après l'expiration d'un ultimatum de 7 jours lancé aux militaires pour rétablir le président Mohamed Bazoum dans ses fonctions. Ultimatum qui n'a rien donné, aucune intervention militaire n'a jusque-là été décidée. Nous sommes réunis aujourd'hui avec un sentiment marqué par l'urgence et par une détermination ferme, s'appuyant sur l'engagement pris lors de notre premier sommet extraordinaire. Consacré à la grave crise politique qui frappe notre pays frère. Lors de cette première réunion, nous avions exprimé notre solidarité avec le peuple nigérien et son président démocratiquement élu, son Excellence Mohamed Bazoum, en condamnant la prise de pouvoir par les militaires et la détention injuste de son président démocratiquement élu et d'autres responsables. De leur côté, les putschistes ont fait un premier pas vers l'instauration d'un gouvernement de transition par la nomination, lundi, d'un Premier ministre civil, Ali Mohamed Lamine Zeine. La CEDEAO a finalement déclaré privilégier la voie diplomatique, même si les nouveaux maîtres de Niamey ont décliné la visite d'une délégation conjointe de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations unies. Pendant ce temps, le Rwanda et la Jordanie renforcent leur coopération bilatérale. Le ministre rwandais des Affaires étrangères et son homologue jordanien se sont rencontrés à Amman à l'instant d'une visite où ils ont discuté de relations bilatérales entre les deux pays, bien entendu. Le ministre rwandais des Affaires étrangères, Vincent Biruta, a rencontré mercredi son homologue jordanien, Ayman Safadi, lors d'une visite à Amman, la capitale du Royaume de Jordanie. Cette rencontre a donné lieu à la signature de plusieurs protocoles d'accord qui devraient faciliter, selon Vincent Biruta, les échanges entre les deux pays. La signature de cet accord contribuera à stimuler les échanges entre les peuples de nos deux pays et à renforcer les activités touristiques ainsi que le commerce et l'investissement. La visite permanente d'une délégation de haut niveau entre les deux pays est le résultat de l'engagement de nos chefs d'État à renforcer les relations entre le Rwanda et le Royaume de Jordanie, tant au niveau bilatéral que multilatéral. Le Rwanda et le Royaume de Jordanie ont signé un accord exemptant les détenteurs de passeports ordinaires des deux pays de l'obligation de visa, a annoncé le ministre jordanien des Affaires étrangères. Aujourd'hui, nous avons signé un accord et 2 mémorandums d'entente. L'un porte sur le développement urbain et le logement. Un autre annonce que le Rwanda et le Royaume de Jordanie ont décidé de supprimer les visas pour l'entrée des citoyens dans les deux pays. Et le troisième porte sur la coopération dans le domaine de la formation diplomatique et de la diplomatie. Au total, 10 accords et mémorandums d'entente ont été signés. Les deux parties ont également échangé sur le renforcement de la coopération antiterroriste, conformément à l'initiative du processus d'Aqaba lancé en 2015 par le roi Abdallah II de Jordanie. C'est ici que nous mettons un terme à cette édition. Merci de votre constante fidélité, dames et messieurs. Nous prenons rendez-vous demain pour d'autres informations. Restons scotchés en compagnie des programmes de la télévision, de la famille. Bonsoir chez vous et bonsoir à tous ceux-là qui nous suivent depuis Bamako. C'est au Mali. La grâce toute suffisante de Christ soit notre partage. Dieu bénisse le Burkina Faso.